Bonjour à vous et bienvenue dans la chambre de Goupil pour cette nouvelle vidéo où je parlerai sûrement de la basse la plus connue qui inspirait et qui continue d'inspirer le plus d'instruments musique électrique de type basse. C'est la précision basse. Donc je vais un peu parler de ses spécifications et de son histoire tout simplement à travers les années 50 et 60. Et du coup je vais commencer par son designer et fabricant à la base, c'est Leo Fender. Donc qu'est-ce qu'il y a de particulier à dire vis-à-vis de Fender? C'est qu'il n'est pas du tout luthier, c'est ce qui va influencer tous ces concepts de guitare électrique et bien évidemment cette précision basse. Alors ce qu'il faut dire de l'époque, c'est que Fender, lorsqu'il fait Fender dans la fin des années 40, on va dire en 48, lui c'est un ingénieur qui a fait de la comptabilité et il se met à vouloir faire des instruments de musique qui seront simples et faciles à faire. Donc lui il n'a pas en tête tout ce qui va être question de lutherie, contrairement à ce que faisaient à l'époque Gibson et Gretsch. Et d'ailleurs Gibson et Gretsch, ils n'aiment pas du tout le petit bonhomme, qu'on se le dise clairement. Et donc ce que va faire Fender, c'est totalement révolutionner la manière de faire un instrument électrique, à savoir qu'on était dans une période plutôt classique de construction, on n'est pas classique industriel, donc à savoir des guitares plutôt type archtop avec un corps creux, une certaine lutherie avec un manche collé, peut-être des petits ornements. Alors que Fender, lui, il veut faire quelque chose qui ne coûte pas cher et qui soit vraiment très efficace. Et du coup, ça va être le concept de l'Esquire, et donc qui va se transformer en Telecaster au fur et à mesure du temps. Je parle bien évidemment de l'Esquire, puisque ça a été une Telecaster bien avant la Telecaster, puisqu'il existe des Esquire de micro. Et donc, ce qui va être intéressant vis-à-vis de la construction de la précision basse, c'est que pour moi, il semble que la précision basse ait commencé à être designée en même temps que la Telecaster, mais pour des raisons rationnelles et d'expérimentation, ils ont décidé de faire en sorte que la Telecaster finisse par être à son pinacle ou dans une version raisonnablement utilisable, et qu'ils ont décidé de créer typiquement la Fender Précision Basse après. Donc, j'ai la Nova 4 ici, c'est surtout pour me rappeler des spécifications de chaque précision basse. Donc voilà. Et donc, lorsqu'elle sort en octobre 1951, elle bénéficie, la précision basse, de toutes les évolutions de la Telecaster. Alors par évolution, je parle de bien évidemment tous les problèmes qu'ont eu les Esquire avant, à savoir quand elles n'avaient pas de truss-rod, il y a plein de guitares qui ont été, il a fallu changer le manche, ou certaines personnes avaient peur que le manche se mette à bouger, et donc ils ont fait comme Gibson, ils ont mis des truss-rods à l'intérieur, qui pour l'anecdote étaient à la base faits avec des cintres, il est allé dans le magasin du coin, il a pris ce qui passait sous la main, et il a fini par faire des truss-rods, et donc on se retrouve avec tout ce qui fait de la Telecaster un instrument qui marche beaucoup mieux que toutes les Esquire avant, qui est transmis à la précision basse. Alors ce qui va quand même faire la particularité de la précision basse, c'est que c'est pas une guitare bien évidemment, et donc elle a un concept particulier, c'est son diapason qui a été inventé par Fender, qui a été choisi par Fender, qui est le 34 pouces. Donc si vous ne le savez pas, c'est un peu beaucoup plus petit que ce qu'on pourrait trouver sur une contrebasse, mais c'est pas non plus super petit. Et ce compromis, il va plutôt bien marcher, puisque on retrouve encore ça aujourd'hui sur plein d'instruments de la musique, et pour moi c'est, de basse surtout, et pour moi c'est ce qui fait vraiment la précision basse en elle-même, et toutes les basses Fender qui viendront après, et la plupart des basses électriques, c'est ce diapason qui a été vraiment très bien choisi pour des raisons particulières dont je parlerai peut-être un peu plus tard. Et donc c'est autour de ça qu'est à la base construit la précision basse, puisqu'on va retrouver sinon beaucoup de choses qui viennent de la Telecaster. Alors bien évidemment, comme on n'est pas sur le même format, il a bien fallu adapter des choses, et donc le design de la précision basse n'est pas vraiment le design d'une Telecaster. La tête ressemble bien évidemment à une Telecaster, mais ce n'est pas ça. Donc on aura vraiment cette tête assez particulière qui ressemble à la Telecaster. Pour ce qui est du manche, on va être sur exactement la même construction, donc je vais quand même en parler ici.
Ce qui était particulier à l'époque, c'est contrairement à tous les manches qui étaient plutôt en général faits en acajou avec une touche rapportée et un truss rod mis de façon invisible en dessous de la touche, on est sur un manche en érable massif, à savoir que le radius va être directement inscrit dans la pièce de bois qui fait le manche, qui est de 7,25 avec 20 cases. Et le truss rod sera inséré d'une façon particulière, pas par l'arrière, mais en fait, comme le truss rod a une courbure spécifique, il faut l'inscrire dans le manche. Donc on fait un trou derrière, là, on verra pas vu que c'est une touche rapportée sur cet instrument-là. On fait une tranchée avec une courbe pour pouvoir mettre le truss rod. On perce 2 trous de chaque côté. On le perce un peu plus large à la base du truss rod qui va être ici. Et là on mettra l'écrou pour visser, et donc en fait on aura une pièce de bois qui est devant là pour bloquer en fait l'ancrage du truss rod et qu'il soit invisible, approximativement invisible puisqu'on voit quand même le trou de l'ancrage. Et derrière on remplira le trou avec une lame de noyer et non pas de palissandre comme j'entends beaucoup, puisque comme Fender n'utilisait pas le palissandre dans la construction, c'était beaucoup plus simple de prendre des bois locaux ou plus ou moins locaux en Amérique et de mettre ça sur leurs instruments plutôt que de prendre un bois exotique assez cher comme le palissandre. À l'époque c'était pas vraiment très cher mais tu allais quand même l'importer. Et donc voilà, on aura la construction de la Telecaster sur un manche fait pour du 34 pouces bien évidemment, avec une tête quand même un peu plus grande que la Telecaster parce que bien évidemment c'est une basse. Et on aura des mécaniques, les premières mécaniques de basse du coup, dessus qui seront les Cluson D-Reverse parce que elles se tournent dans le sens inversé de toutes les autres mécaniques qui existent et c'est assez bizarre parce que au final, à chaque fois que vous revenez sur une basse qui a des mécaniques reverse, vous devez, demander à votre cerveau de changer de façon de fonctionner et donc tourner les mécaniques dans l'autre sens qui en résulte avec régler dans le mauvais sens pour régler dans le bon sens la première fois que vous reprenez un instrument avec des reverses. Alors ce qu'il va y avoir de particulier physiquement avec des reverses que vous pouvez facilement reconnaître, c'est que, c'est des mécaniques avec un axe assez large bien évidemment puisqu'elles doivent accommoder des cordes d'un diamètre assez élevé vu que c'est des cordes de basse et surtout en fait elles vont avoir des basses qui sont vraiment très très grandes, hein. Même parmi les modèles de ces années là, à savoir dans les années 70, on aura quand même des mécaniques un peu plus petites sur leur base, donc c'est-à-dire derrière. Et en fait ce qui va faire vraiment la particularité de ces reverses, c'est la clé qui va être en général beaucoup plus longue que sur la plupart des autres basses, avec la tulipe par-dessus, la partie en fleurs, ça s'appelle une tulipe, qui va être plus petite que la moyenne et avec un rivet à l'intérieur qui servira à bloquer la mécanique dans la clé, plutôt que de la souder comme la plupart des autres mécaniques qui seront faites plus tard, à savoir que ça rentre dans la clé et qu'après on vient mettre un rivet dedans pour que ça bloque. Et donc en fait c'est particulier parce que vous pouvez voir le rivet sur la mécanique. Donc moi c'est un peu mes mécaniques préférées, du moins sur les tête en ligne style Fender, hein, par exemple sur ce type d'instrument là je ne mettrai jamais ce type de mécanique parce que c'est un peu trop gros. Le seul problème que peuvent avoir les reverse, c'est que c'est des mécaniques vraiment très très lourdes, donc pour ceux qui veulent des instruments vraiment très bien équilibrés, c'est pas forcément la bonne solution, voilà, à part si vous avez un corps Fender qui est vraiment très très lourd. Du coup là j'ai fini de parler du manche, donc on aura 20 cases et après bien évidemment on a une courbure de manche mais elle changera en fonction des périodes. Là on est plutôt sur la période qui est le boat V qui va aller aussi sur le gros manche rond, voilà, je ne sais pas comment l'exprimer différemment. Donc ce manche il va être vissé avec exactement la même plaque que les guitares, hein. Ça reste fait pour être économique du point de vue financier et en fait pour un peu mieux résister à l'action du manche, elle sera placée un peu plus à l'avant du talon du manche et donc on va avoir un corps qui est vissé au manche, enfin le manche est vissé au corps, qui sera en frêne en général d'une ou deux pièces à l'époque parce que pour la petite histoire, comme on avait accès à des bois de qualité relativement facilement, et c'est pour ça qu'à cette époque-là, on avait des corps à pièces uniques. Est-ce que c'est mieux? Non. Mais ça, on pourra voir ça plus tard. Et donc, il est en frêne. Donc, à l'époque,
N'allez pas croire que c'était la solution de qualité, hein. À l'époque, la qualité, c'est plutôt ce qui est genre de l'acajou, tu vois. Mais là, c'était vraiment totalement économique, hein. Pour moi, le frêne, à même titre que le tilleul, même si c'est un peu plus cher aujourd'hui, ça reste des bois qui sont à la base faits pour économiser de l'argent. C'est maintenant des instruments classiques grâce à Fender. Mais voilà, donc on aura le manche typique en frêne de l'époque, comme sur la Telecaster. La même finition blonde que la Telecaster, pas de choix. Une plaque en acétate de cellulose qui va être vernie à la nitrocellulose. Donc ça donne quelque chose d'assez particulier, à savoir que dès que vous vous mettez à jouer au Mediator ou à trop toucher la plaque, vous allez avoir un trou qui va se former dedans parce qu'elle est vernie au même titre que le corps. La particularité de ce corps, par contre, c'est que, comment dire, sûrement dans la tête de Fender, il commençait à avoir en tête la tête de la guitare Stratocaster dans la tête plutôt, et il a fait sur cet instrument une corne qui va s'arrêter à la 12e case, qui sera typiquement ce qu'on retrouve sur une Stratocaster, mis à l'échelle d'une Stratocaster bien évidemment, mais ce sera une des évolutions de cette précision basse, c'est d'avoir cette corne qui fait son design particulier, et d'avoir un pickguard qui va être vraiment sur toute la moitié de l'instrument, à savoir sur la corne basse et la corne haute, et qui va jusqu'au micro fait spécialement pour cet instrument. Alors juste pour vous renseigner là-dessus, les micros, guitare marchent sur les basses, tout simplement. Sauf que chez Fender, avec la Telecaster, il a créé un nouveau type de micro, à savoir des micros qui, au lieu d'avoir une lame pour capter toutes les cordes en même temps, avaient, un plot qui est un aimant à chaque fois par corde. Ça entraîne des avantages et des inconvénients, c'est pour ça que tout le monde n'utilise pas cette technique-là. Et du coup, Leo Fender va faire un micro particulier pour cette basse-là, qui sera un micro simple avec un plot par corde. Donc on n'est pas loin de ce qu'on peut trouver sur une Telecaster. Il n'y aura cependant pas de plaque en cuivre de protection. Et il ne sera pas du tout réglable en hauteur. C'est une particularité de ce micro que beaucoup ne connaissent pas, mais il est un peu comme les micros des EB0. Il est plaqué dans le corps à une certaine distance qui est assez élevée du manche, pour une raison qui est assez simple, c'est comme on ne peut pas le régler. Suivant comment l'instrument est construit, on ne va pas s'amuser à faire des réglages fins de la cavité du micro, donc il est souvent assez loin du manche, ce qui en résulte un son à la fois précis, mais beaucoup moins puissant que sur des pressions basses un peu plus modernes, à savoir dans les années 57 et au-dessus. Et donc voilà, les contrôles seront assez simples, ils resteront sur pendant toute la vie de la précision basse sur les américaines, pratiquement de la même façon. Bon, après il y a des variations, ce sera un volume et une tonalité avec des potentiomètres de 250. Après, les condensateurs vont changer dans le temps. À l'époque, je pense qu'ils n'avaient pas énormément de condensateurs, donc on aura peut-être les condensateurs de 1 meg, ouais c'est peut-être ça, qui sont vraiment, qui en vont à la base un peu plus avec des basses que sur des modèles ultérieurs qui utilisera des 47 microfarad, enfin des 0,47. Mais bon, ça c'est un détail, et ce qui va être particulièrement lié aussi à cette basse, c'est son chevalet, avec les cordes qui passent à travers le corps, et des pontets qui ne se retrouvent que sur cette basse-là, à savoir des pontets en carbone, en fibre de carbone pressée. Donc c'est de la fibre et du carbone, c'est assez particulier, c'est pas de la fibre de carbone telle qu'on la connaît aujourd'hui, et donc voilà, elle aura un son du coup assez particulier. On n'aura pas de contour sur le corps, puisque bien évidemment elle a la même construction que la Telecaster de l'époque, la Stratocaster n'ayant pas encore vu le jour, et Fender n'ayant pas encore acquis les connaissances vis-à-vis des musiciens pour faire ça, il n'y a pas de contour sur cette précision basse. On aura un léger, arrondi pour basiquement faire en sorte que la nitrocellulose soit plus facile à mettre sur le corps, mais à part ça on n'aura aucun contour, à savoir le contour du coude et du bas-ventre. Donc voilà pour le premier modèle. La seule chose qu'on peut rajouter, c'est qu'à l'époque les numéros de série étaient imprimés sur la plaque, enfin imprimés avec imprimés à la manière forte, hein, sur la plaque arrière, donc la plaque où sont mises les vis du manche, et plus tard ça sera mis dans
le chevalet. Donc la nouvelle itération de ce modèle, donc moi je l'appelle la Mark 1 V2, ça va être la révision de cette basse qui va sortir en même temps que la Stratocaster, à savoir que la Telecaster restera basiquement inchangée pendant toute sa vie, mais la précision basse, elle, va changer au fur et à mesure du temps. Fender n'étant peut-être pas satisfait encore du modèle qu'il a créé, on va avoir sur cette nouvelle version les contours de la Stratocaster, donc à savoir évidemment le coude et le bas-ventre. On va voir, comme je l'ai dit, le chevalet avec le numéro de série imprimé dessus. On va avoir des pontets en acier, donc des trucs plus réguliers à l'époque. On aura quand même toujours les pontets qui serviront à 2 cordes à chaque fois et les cordes qui traversent à travers le corps, donc on aura quand même un peu la manière de faire d'une Telecaster. Après, pour ce qui est de la plupart des autres choses, on va pas changer grand chose sur la basse. Un des seuls changements, ce sera cosmétique. On va avoir la première précision en sunburst de ton et voilà. Si vous connaissez un certain Sting, c'est cette précision basse qu'il a, une précision basse V2 de 1956. Donc à savoir qu'on aura un pickguard blanc avec notre sunburst de ton, et à part ça, on n'aura pas grand chose qui change. On aura toujours les mêmes contrôles style Telecaster avec 2 dômes et le truc pour jack qui est vraiment très chiant. Donc à savoir l'espèce de cloche qui ne tient jamais dans le logement, et donc que Fender n'aurait jamais dû faire de sa vie. Et donc c'est à peu près tout ce qu'on va avoir. On aura toujours la même construction de manche. Bien évidemment, le dos du manche va changer, mais chez Fender ça change chaque année, donc je ne vais pas parler spécifiquement de ça. Et c'est à peu près toutes les évolutions qu'auront cet instrument. Après, on va arriver bien évidemment à la Mark II en 1957. Donc là, je peux dire la courbure de manche qui est là, c'est un soft V comme sur les Stratocaster de l'époque. On est toujours sur un corps en frêne à l'époque. On commence à avoir les premiers corps en aulne, mais ça dépend des versions. Et c'est pas forcément toujours le cas. On a le blanc qui va arriver pour ces basses en frêne, un espèce de blanc transparent qui va arriver, et la plaque anodisée qui est vraiment très très cool. Et du coup, on va avoir d'autres choses plus particulières. Bon, les mécaniques n'ont jamais changé, mais par contre le design de la tête va changer pour un profil qui ressemble plus à la Stratocaster. C'est quand même particulier à la précision basse, puisqu'on ne peut pas traduire une tête de Stratocaster sur une basse. Et on aura un nouveau chevalet qui va, cette fois prendre les cordes une par une, toujours avec les pontets en acier. Mais cette fois, en fait, on va oublier le fait que les cordes puissent aller à travers le corps. Moi, ça ne me dérange pas parce que j'ai jamais aimé cette façon de mettre des cordes. Et la plus grosse particularité de ce modèle, qui en fait pratiquement une basse différente, mais ça reste une précision basse, parce que je vais parler d'un autre modèle après et dire que pour moi c'est quand même une variation de la précision basse, si vous voyez ce que je veux dire. Et on aura pour la première fois le micro 10 split coil. Alors dans sa construction c'est un micro double, et arrêtez de me dire que c'est pas un micro double. La seule différence que ça va avoir typiquement avec un micro de Gibson, c'est qu'on enlève la partie inutile de chaque bobine, à savoir que mettre la bobine entière sur chaque corde, enfin sur toutes les cordes, ça ne sert à rien. Et donc là on va être limité à 2 cordes, et le génie que va avoir cette technique, et moi j'aimerais bien que certains micros aient cette spécification, c'est que comme les bobines sont séparées en deux, on peut les régler indépendamment, on peut régler la hauteur sur chaque corde, un peu à la manière des pontets en fait. Et c'est ça qui va vraiment faire le design de ce humbucker un truc vraiment très intéressant, c'est que vous pouvez ajuster chaque corde, enfin le volume de chaque corde, et bien évidemment toutes les particularités de son qui est due au fait de plus ou moins lever le micro. Et pour moi c'est ça qui rend ce micro vraiment très intéressant, à savoir que en comparaison avec un humbucker, le problème d'un humbucker c'est qu'il est plat. C'est quoi le problème? C'est que du coup vos cordes aux extrémités du manche vont être plus près du micro que les cordes du milieu, et donc encore plus sur des basses, à diapason plus court, hein, puisqu'à l'époque Gibson
a déjà sorti c'est The B0 et EB1. On va avoir des diapasons plus courts et donc comment avoir un micro qui ne se règle pas en hauteur et qui a basiquement sa hauteur qui est plus rapprochée des cordes externes, ça s'entend vachement et moi ça me dérange, il y a certaines personnes que ça ne dérange pas et c'est pour ça que je trouve ce micro très très intéressant, c'est qu'on va pouvoir régler précisément la hauteur à chaque corde, même le micro de jazz bass ne peut pas faire ça. À part si vous prenez des micros avec un radius déjà inscrit dans vos aimants. Et donc c'est ça qui va faire que ce micro est vraiment très intéressant. Donc du coup on n'a plus le problème d'avoir un micro qui est trop loin puisque déjà il est réglable, en plus il est réglable exactement comme vous voulez. Et la deuxième chose que ça fait, c'est que ça transforme la basse dans le sens où elle est beaucoup plus puissante et avec un son beaucoup plus malléable, peut-être un peu plus gras, bien évidemment, puisqu'on a un peu moins de précision, malgré son nom. Oh, cette blague. Avec un micro simple, mais on s'y retrouve vachement, puisqu'on a à la fois du volume, du punch, du haut diapason, et c'est vraiment la construction générale qui fait de cet instrument l'instrument qui est le plus utilisable dans n'importe quelle situation. Savoir que pour moi, un micro milieu sur une basse, c'est le micro le plus intéressant à utiliser. En plus je construis des instruments, plus je me dis ça. Même si je ne fais pas de micro milieu, c'est qui non. Et donc voilà, c'est à peu près tout sur la précision basse de 1957. C'est à peu près le modèle qui va vraiment être le modèle qui va dicter tous les modèles de précision basse et la référence, même s'il y a une évolution qui va faire vraiment de cette précision la précision qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est l'année 1959. Alors, en 1958, Fender sort la Jazzmaster, et avec la Jazzmaster, il sort un type de touche particulier qui d'ailleurs, la Jazzmaster, jusqu'à récemment, n'avait pas de touche en érable. C'est bien évidemment la touche en palissandre, et donc la Jazzmaster est la première représentante de cette nouvelle façon de faire des manches. L'ajout du coup du palissandre n'est pas une décision de Fender, mais c'est ce qui a été fait depuis très très longtemps sur les instruments classiques de type Gibson, et de l'aveu d'un de ses commerciales, ce serait plus classe de faire une Fender avec une touche en palissandre. Et ça règle aussi d'autres problèmes. Donc en 59, la plupart des instruments, voire tous les instruments de chez Fender, vont avoir cette touche en palissandre. Alors qu'est-ce que ça a d'intéressant? C'est qu'à l'époque, bien évidemment, ils utilisaient de la nitrocellulose, qui n'a jamais été le vernis qui vieillit le mieux dans le temps, et encore moins sur la touche, à savoir qu'une touche en érable, on est obligé de la vernir, parce que elle change de couleur dans le temps, et encore pire, dès que vous la salissez, elle devient grise. Et donc c'était ça le problème, il fallait la vernir pour avoir, à défaut d'avoir le transparent qui reste transparent, d'avoir un manche qui jaunit et qui est assez agréable à l'œil. Sauf que le problème c'est que, si on jouait un peu violemment sur sa guitare, on finissait par enlever le vernis qui est sur la touche. C'était quand même pas très difficile de faire ça. Et l'ajout d'une touche en palissandre fait que tous les défauts qui peuvent arriver sur la touche avec le temps se voient beaucoup plus difficilement qu'avec de l'érable. Donc l'ajout était, quelque chose d'assez intéressant. Ça modifie bien évidemment légèrement le son des Fender. Et ce que ça fait aussi, c'est de changer la construction du manche qui était à l'époque avec un truss rod où on perçait et où on faisait bien évidemment notre tranchée pour mettre le truss rod. Du coup, on conserve encore un peu cette technique-là puisqu'on a encore des manches en érable à écouler. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va avoir la skunk stripe, donc la ligne qui sera derrière, qui sera en palissandre, et pas avant bien évidemment, parce qu'il n'y avait pas de palissandre dans les lignes de construction Fender. Mais ce que ça a changé, c'est que du coup on peut maintenant, comme sur les modèles classiques Gibson et Gretsch, mettre la touche par l'avant, et donc faire une tranchée courbée directement, et donc remplir ce qu'il faut avec après un petit morceau d'érable, et de faire l'ancrage plus loin sous la touche, et de ne plus avoir du coup la trace de l'ancrage à l'avant de la tête. C'est basiquement ça que ça va changer. Et basiquement tous les modèles, je ne sais pas pourquoi je dis toujours basiquement,
Les modèles spéciaux, par exemple en 62 ou 63, je ne sais plus, qui vont avoir la possibilité d'avoir de nouveau une touche en érable, sont faites à partir de cette nouvelle façon de construire un manche. Donc si vous prenez une touche, si vous trouvez une touche érable 62-63, je ne sais plus c'est quelle année, puisque les spécifications sont particulières suivant certaines années. Alors vous pouviez choisir dans le catalogue certaines options. Et ben le manche en érable avec une touche érable est fait exactement comme la touche palissandre, à savoir que pour pas s'embêter, ils vont juste coller une touche érable à la place de la touche palissandre. Ce que font les fabricants en général aujourd'hui aussi. Si vous prenez une Fender, vous avez option touche palissandre et touche érable. La touche érable va être mise de la même façon que la touche palissandre. D'ailleurs, dans les années 2000, c'est ça qui est marrant, c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de touches érables, c'est que je sais pas s'ils trouvaient ça pas très intéressant de le faire. Mais voilà. Et du coup, on va être pratiquement sur la précision basse parfaite, à savoir qu'on va avoir notre possibilité d'avoir un corps en frêne blanc, comme je l'ai dit, et notre Sunburst pour l'aulne. À l'époque, on est encore sur des qualités d'aulne qui sont assez intéressantes et assez bien représentées dans le commerce. Donc on peut avoir encore des corps qui sont à 3 pièces d'aulne. Il faut savoir que l'aulne, hein, si vous trouvez un corps en 2 parties d'aulne, c'est quand même assez compliqué, ça veut dire qu'il y a des compromis. Donc moi j'ai toujours préféré avoir un corps en aulne avec plus de parties que avoir un corps en aulne avec pas beaucoup de parties mais peut-être un peu plus long. Et c'est dû au fait que l'aulne étant plus fin en général que les frênes, et ben, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une qualité normalisée vraiment très bonne en termes de poids, avec pas beaucoup de morceaux. Après, moi, pour ceux qui sont fans des corps en un morceau, je déconseille totalement ça, puisque en termes de qualité, physique et de torsion, c'est mieux de prendre un corps où on a 2 pièces qui ne sont pas du même endroit, où par exemple on coupe un corps en 2 et on le retourne, parce que la tension va faire que votre corps il va rester droit plutôt que de pouvoir faire ce qu'il veut. Donc les corps en plusieurs pièces, c'est pas forcément mauvais. Et donc voilà, donc on a fini du coup les années 50 là-dessus. Au final, on est sur la précision basse qui va être la plus, bien évidemment, efficace et ce qui ressemblera le plus à la précision basse moderne. Après, les changements dans les années 60 sont plus esthétiques et attachés à toute la gamme de chez Fender. Donc je vais parler de certains changements, mais pas forcément de tous ici, parce que c'est pas forcément quelque chose de très intéressant. Donc, à l'époque, les touches en palissandre étaient des touches massives, donc en 59, et dès qu'on va partir dans les années 60, on va au fur et à mesure changer ça, mais avant, il y a quelque chose dont il faut parler, c'est de 62, et l'introduction d'un nouveau modèle qui pour moi est encore une variation de la précision basse, mais on va dire que c'est un nouveau modèle, c'est la Jazz Bass qui change par rapport à la précision basse en ayant des micros différents et en ayant un manche légèrement différent, donc avec une tête légèrement différente qui va être beaucoup plus fin. Après, pas forcément sur la... C'est ça qui est assez bizarre avec le Jazz Bass, c'est pas forcément sur l'épaisseur, c'est plus dans la largeur oscillée que ça va changer, donc on n'a pas vraiment beaucoup de différence au final entre une Jazz Bass et une précision basse. Hein, on a plus de différence entre des Fender et des Gibson, puisque des fois les touches elles sont de 43 mm de large, hein, alors que Fender on est passé en dessous des 38, enfin des 39 assez vite. Et donc on aura, en fait, je pense que Fender voulait remplacer la précision basse par ce modèle, puisque on se retrouve avec une basse avec 2 micros, mais qui essaye de marcher plus ou moins comme une précision basse. Donc on va avoir un micro qui sera placé à la place du micro grave de la précision basse, qui sera un simple, et un autre simple qui sera plus près du chevalet, pour avoir plus, un son... Enfin, plus de possibilités de son, une palette sonore un peu plus grande, mais quand on regarde au final, on n'a pas tant que ça de différence de palette sonore, on va dire, qu'une précision basse. Et donc le mélange des deux était censé faire en sorte que ça ressemble un peu à une précision basse, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment. Et donc en fait je parle de cette Jazz Bass puisque en fait elle va introduire des changements un peu cosmétiques sur la précision basse, à savoir qu'on va avoir une plaque en plastique dessus, enfin plastique
en simili-plastique, hein, parce qu'à l'époque, si vous ne le savez pas, à la fin de la guerre, le plastique était déjà quelque chose qui existait, sauf que c'était plus réservé aux militaires, et donc pendant un moment, eh ben, l'industrie a dû faire des simili-plastiques avec de l'acétate de cellulose, plein de trucs dégueulasses dans le genre qui pouvaient cramer une usine en 3 secondes. Et donc on se retrouvait avec par exemple ces plaques qui avaient à l'exposition au soleil une teinte verte qui est aujourd'hui imitée en teintant le plastique en vert, ce que je trouve un peu étrange, mais du coup on a typiquement ces plaques qui sont mint green, et suivant les années on aura une sélection de couleurs disponibles pour les instruments qui s'appellent des couleurs spéciales, hein, qu'on peut commander. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va chez notre magasin de musique préféré, on prend une jazz bass sur le catalogue ou une précision basse, puisqu'on parle de précision basse, et on va lui dire, ah bah je veux cette année un Candy Apple Green. Non, Candy Apple Red, pardon. Candy Apple Green, ça existe, mais ça n'a jamais existé sur les Fender de cette époque-là. Ou un turquoise, ou un shell pink, ou ce que vous voulez. Et en fait, ce que faisait Fender, c'est de prendre une précision basse en Hall, Sunburst 3 tons, et de typiquement repeindre par-dessus. Donc c'est assez facile du coup de reconnaître des instruments de l'époque, dans le sens où même si c'est reproduit par le custom shop aujourd'hui, on va avoir des instruments qui en s'usant vont retrouver le Sunburst en dessous, ce qui est assez marrant au final. C'est une technique qui coûterait très très cher aujourd'hui à faire, mais en fait ils prenaient des modèles déjà faits et les repeignaient assez vite pour pouvoir les envoyer directement, et c'était comme ça qu'étaient faites les Fender à l'époque. Après, aussi, une particularité des années 60, c'est, si vous avez jamais compris pourquoi, il y a des Sunburst 3 tons qui vont avoir un jaune transparent, et d'autres qui vont avoir un jaune vraiment opaque. Et ben, c'était pour, c'était un peu pour cacher la qualité du bois. Savoir si vous aviez de l'aulne, des fois, s'il y a 25 000 pièces ou s'il y a beaucoup de nœuds dedans, il faisait un jaune opaque, et si le corps était d'assez bonne qualité, vous pouviez avoir un jaune transparent. Et donc ce qui était marrant à l'époque, c'est que contrairement aujourd'hui, on s'en fichait un peu de la qualité des bois en tant que tel, et donc c'était la loterie. Vous pouviez avoir un corps assez beau, et où vous pouviez avoir un corps opaque, et ça coûtait le même prix. Faut savoir que même les flammes ou les bird's eye dans les manches étaient vendus exactement de la même façon que les autres, alors qu'aujourd'hui on les sélectionnerait pour faire d'autres manches avec, parce qu'il y a à la fois des particularités sonores et visuelles qui sont différentes des autres manches. Donc un changement dont je voulais parler, qui arrive dans les années 60, donc 63-64, hein. Des fois il est un peu difficile de, comme j'ai dit, dater ça, puisque Fender a l'habitude de mélanger tous ces modèles, donc en des modèles de transition comme 57, comme même 59, vous pouvez trouver des basses, par exemple si en 59, normalement le palissandre doit être fabriqué, par les manches en palissandre, vous pouvez encore avoir des manches en érable, une pièce, parce que Fender voulait utiliser absolument toutes les pièces qu'il avait avant de passer à autre chose. Donc il y a plein de modèles désirables comme ça qui peuvent être reconnus plus ou moins facilement, parce que du coup vous allez avoir par exemple une précision basse 57, mais c'est quand même une 56. Voilà, si vous comprenez un peu ce que je dis. Et dans la même veine, on va avoir des choses comme par exemple avoir, si vous n'avez jamais compris pourquoi, un manche qui a une date et un corps qui est beaucoup plus rapproché de votre date d'achat. Et ça c'est assez simple, hein. Un corps c'est facile à faire. Les défauts dessus sont beaucoup moins handicapants, donc vous pouvez juste repeindre et puis ça peut partir de l'usine pour être monté, de la partie de l'usine pour être monté après avec un manche, tandis qu'un manche, s'il y a un problème dessus, il faut le remettre dans le cercle de construction, dans la construction, et après voir ce qui va pas, refaire ce qu'il faut, les frettes, les remodifier, et tout le tralala. Donc c'est pas impossible qu'un manche soit beaucoup plus vieux en mois, 1 ou 2 mois, plus vieux qu'un corps, puisque le corps sort directement, beaucoup plus facile à faire, et après vous mettez le manche dessus. Moi, ma jazz bass par exemple, le corps est de avril, et je crois que le manche est de mars. Voilà, tout
tout simplement. Et donc c'est pour ça que ça arrive tout simplement. Et ce que j'avais pas dit, c'est qu'à partir de 57, on va avoir dans le manche et dans le corps les dates, ces dates précises du moment qui ont été faits, qui vont être marquées avec un tampon cette fois. Et donc, ce que je voulais parler dans les années 60 du coup, c'est que, je sais pas pourquoi, si c'est au moment où CBS a commencé à acheter Fender, il y a des choses qui ont commencé à être faites pour rendre les instruments un peu plus économiquement moins chers à fabriquer, à savoir, comme je l'ai dit, il y avait des touches massives en 59, ça va plus être le cas en 63, en 64 et ultérieurement. Après, à savoir quand dans les années 70 ça a été remis en mode touche pleine, je ne saurais pas vous dire puisque j'ai pas encore potassé ça. Mais on va avoir une façon différente de faire une touche, à savoir que maintenant c'est un plaquage de souvent 3 mm. Et donc la manière de faire, c'est de placer le radius dans le manche massif, un peu comme ça serait fait dans un manche plein, même si on a quand même tout ce qui est entrée du truss-rod qui est fait par le dessus. Et après on plaque le plaquage et donc ça nous donne le radius. Mais après, il faut le retravailler, donc vous perdez encore un bout de la touche. Et le problème de ces modèles-là, c'est bien évidemment, si vous achetez un instrument comme ça, bon, aujourd'hui vous ne ferez jamais ça, mais vous vouliez réajuster le radius, et ben c'est impossible parce que sinon vous perdez la touche. Par exemple, si vous voulez faire du 12 sur du 7,25, c'est garanti que vous allez passer à travers la touche et voir l'érable. Donc pour moi, c'est les modèles qui sont un peu particuliers et qui sont un peu compliqués à utiliser, notamment parce que quand on refrète un modèle comme ça, bien évidemment il faut faire attention et donc ça peut coûter plus cher puisque le luthier va devoir faire attention à pas trop enlever de la touche pour pouvoir revenir fréter votre instrument de musique. Bien évidemment aussi à l'époque on va avoir un changement de logo pour le logo dit transition, mais c'est un logo juste un peu plus gros que le type spaghetti, toujours fait avec les encres dorées et argentées, qui est assez cool d'ailleurs. Et on aura bien évidemment l'introduction à un moment donné d'un différent plastique qui va faire en sorte que les plaques seront plus bleu-gris que vert. Donc on aura toujours nos couleurs en option. Et puis voilà, nos courbures de manches qui peuvent changer, il y a des fichiers sur internet, ça s'est bien renseigné sur toutes les courbures de manches en fonction des années. Et donc ce sera à peu près les derniers modèles de Fender selon Léo Fender. Donc après, à ces périodes-là, on va avoir l'augmentation du nombre de parties de manches, tout simplement parce qu'on commence, et encore plus dans les années 70, à être dans le guitar boom, et donc comme il y a beaucoup plus d'acteurs dans le marché de la guitare, c'est beaucoup plus difficile de se fournir en bois, et ce sera encore plus horrible du temps de chez CBS, puisque CBS, en ayant un peu rien à foutre, et bon, on se retrouve avec des bois de qualité très médiocre. Donc là, c'était, comme je vous l'ai dit avec les Sunburst, c'était pas un problème dans les années 60 d'avoir des corps à 5 ou 6 parties différentes. Ça, si c'est bien fait, ça ne détériore pas le son. Mais voilà. Et donc, c'est à peu près tout ce qui va, être intéressant sur les précisions basses du moins dans les années 60, à savoir qu'elle va pas beaucoup changer jusqu'aux années 70. Bon, on pourrait parler des micros et dire que suivant certaines périodes on a des bobinages, bien sûr les bobinages changent sur les micros, mais je trouve pas ça vraiment très intéressant d'en parler, à savoir que on peut avoir des micros bobinés cuivre avec couverture polyuréthane, ou sinon on peut avoir l'isolation, différents types d'isolation, donc à savoir soit les fils marrons, soit avoir les fils de cuivre qui sont en cuivre, couleur cuivre. Et après on aura aussi les bobines qui seront soit en couleur grise, soit en couleur noire suivant les périodes. Mais du coup, pour finir, je parlais un peu de ce qui s'est passé dans les années 70. Bien évidemment, on a eu l'introduction de ce logo noir que je déteste. Mais surtout, pour comprendre pourquoi beaucoup de gens détestent les modèles des années 70, certes, vous pouvez trouver des très bons modèles des années 70, il n'y a aucun problème là-dessus. J'argumenterai pas. Mais il est évident qu'il y avait des raccourcis qui étaient pris autant en lutherie qu'en sélection de bois.
Et en outillage, hein, parce que ça peut arriver d'avoir une basse, un instrument très bien frété et d'un instrument à côté qui soit très mal frété chez Fender, puisque leur outillage n'était pas changé. Il y a des rapports qui sont sortis dans les années 80. C'est pas moi qui invente des trucs. Le problème aussi, c'est qu'avec le Guitar Boom, la sélection du bois était très très difficile. Et du coup, on pouvait se retrouver avec des précisions basses qui pouvaient faire jusqu'à 10 kg. Et 10 kg, c'est un peu beaucoup, hein. Un frame qui fait ce poids-là, parce que le frame peut vraiment être très très lourd, hein. C'est un peu compliqué. Et donc vous allez me dire, mais attends, c'est la même chose aujourd'hui, il y a encore autant de personnes sur le marché de la guitare, voire plus. Oui, bien évidemment, sauf qu'aujourd'hui, il y a la segmentation, hein, si vous le savez. On va avoir des Squier, des Fender mexicaines, des Fender américaines un peu plus bas prix, des Fender américaines avec un prix cher, les modèles américaines vintage original aujourd'hui. Et après les modèles custom shop, bah, ce qu'ils font, c'est qu'il y a des mecs qui sont payés. Les mecs du custom shop vont choisir le bois qu'ils veulent à chaque arrivée de bois. Et sinon, il y a un mec qui va dire, bah ça, la qualité, il est à la fois beau et pas très lourd, on va le prendre pour faire une américaine. Ça, c'est un peu lourd, pas forcément très très beau, on va le prendre pour une mexicaine. Et c'est comme ça que maintenant, les fabricants font leur beurre sans se foutre de la gueule du client. C'est vraiment en faisant des gammes très précises en fonction des prix, de ce que vous pouvez avoir, et vous savez que lorsque vous payez moins cher, vous allez forcément avoir une qualité un peu moindre, ce qui n'était pas le cas à l'époque, puisque c'était toutes des américaines. Donc pour ceux qui aiment les instruments des années 70, c'est sûrement que vous êtes tombé sur les bons. Donc je vais vous laisser là-dessus. L'histoire de la précision basse est assez riche, et si vous voulez que je continue à parler de ça, je pourrais le faire dans les années 70, à savoir aussi parler de certains modèles qui sont issus de la précision basse, mais je ne les ferai pas tous. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à dire pourquoi surtout. Si vous avez des connaissances qui me manquent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à discuter entre vous aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis salut et à bientôt dans une prochaine vidéo. Dans la chambre de Goupil, salut!